Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez, freelance en développement d'applications mobiles et formateur pour indépendants. Et aujourd'hui, je suis avec Guillaume Delemarle, expert comptable chez Number, et on va répondre aux questions suivantes. Comment et qu'est-ce qu'on peut déduire comme frais en tant que freelance? Que ce soit au niveau du matériel, ordinateur, téléphone, chaise de bureau, casque, webcam, que ce soit au niveau des consommables, le voyage, un déplacement, de la nourriture, un restaurant, un cadeau au client, ou bien des avantages en nature, comme bien d'entreprises peuvent les proposer, que ce soit du coaching sportif, un comité d'entreprise, des tickets repas, etc. Et on va même aller un petit peu plus loin. Par exemple, si je prends un petit peu des questions pour moi, je suis un petit peu égoïste, mais si demain je pars à New York et que je fais un vlog et que je le publie sur ma chaîne YouTube et que je parle de mon activité, est-ce que ce voyage, il est déductible de mes charges? Quels sont les justificatifs, évidemment, qu'on va devoir fournir pour justifier cette déduction? Et aussi, il y a un cas peut-être plus classique pour les digital nomades, notamment, qui vivent un petit peu à travers le monde. Quels sont les frais, que ce soit d'hôtel, de trajet, qu'ils peuvent déduire de leur activité? Merci Lilian de me recevoir pour toutes ces questions. Elles sont assez larges et en même temps elles recoupent aussi une réalité qu'on rencontre beaucoup nous au sein du cabinet Number puisqu'on accompagne les freelances. C'est naturellement qu'est-ce que je peux déduire? Donc il y a les frais simples, on va dire, les frais qui sont directement liés à l'activité. L'administration fiscale ne va pas les remettre en cause dans la mesure où j'ai presque envie de dire c'est une question de logique. Donc si je veux donner quelques exemples, si je suis développeur informatique, que j'achète un ordinateur portable ou fixe d'ailleurs, quelle que soit la marque, quel que soit le modèle de carte graphique que je prends, même si je veux me faire plaisir à côté avec des jeux vidéo, l'administration fiscale ne va pas dans ce détail-là. Elle dit, ok, matériel informatique, monsieur est développeur informatique, il y a un lien entre les deux, c'est accepté. Que l'ordinateur vale 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, j'ai jamais vu de enfin, ou plus, hein, bien sûr, j'ai jamais vu de remise en cause sur ces aspects-là. On peut aussi, je sais pas, citer, alors je parlais de développeurs informatiques, mais des youtubeurs, on en a beaucoup maintenant, donc tout ce qui est matériel lié à l'enregistrement, et je crois que tu es bien placé pour savoir que ça coûte cher, Oui. que ce soit vidéo ou audio, là aussi naturellement on n'a pas de problème, aucune remise en cause sur ces aspects-là. C'est vraiment pas là-dessus que va se battre l'administration fiscale. J'aurais peut-être dû commencer en indiquant que pour tout ce que je vais dire, euh, même si effectivement sur le fond sur ce que j'ai cité jusqu'à présent, on n'a pas de problème. Attention à la forme, il est bien important que chacun conserve les factures qu'ils reçoivent de leurs fournisseurs. Et quand je dis facture, donc ce sont des factures en bonne et due forme. Donc un bon de commande, il faut savoir que l'administration fiscale pour elle ça vaut rien. Un bon de livraison ça vaut rien, un devis ça vaut rien. Donc c'est une facture, donc il y a marqué facture ou invoice hein, si on commande à l'étranger. Il faut qu'il y ait le nom du client dessus. Et le client, ne vous trompez pas, messieurs, mesdames les freelances, si vous exercez en nom propre, c'est-à-dire entreprise individuelle, c'est vous, personne physique. Si vous exercez en société, c'est votre société le client. Donc il ne faut pas commander le micro au nom de Lilian si c'est la boîte XYZ qui est évidemment qui exerce l'activité. J'ai déjà vu des redressements là-dessus, ne serait-ce que pour la Hmm. TVA. Donc c'est un petit peu dommage de se faire avoir comme ça. Il y a des fournisseurs qui des fois acceptent de refaire les factures quand on s'est trompé, mais c'est pas le cas de tous. Donc attention à cette précision-là et soyez attentifs. Surtout quand on réutilise des comptes qu'on a en perso, les comptes Amazon, les machins, des fois on les ouvre à notre nom et on fait pas forcément l'effort de créer un compte pour la société. Donc attention à ça, notamment pour les web marchands. Alors, à ce propos, une question, imaginons, et je ne dis pas que c'est le cas, mais que je commande régulièrement des livres et du matériel pour faire mes vidéos, et que par accident, j'ai laissé Lilian Alvarez dessus. Qu'est-ce que je dois faire? Alors comme je le disais, il faut voir si avec le fournisseur, celui-ci accepte de refaire la facture au nom de la société. Si on est en société, encore une fois, si on est en nom propre, il n'y a pas de souci. Donc s'il accepte pas. Alors là c'est un petit peu plus compliqué, donc ou plutôt, non, quelque part c'est plus simple mais c'est plus risqué, donc il y a deux solutions. Hein. Soit on dit je laisse tomber et j'espère que l'administration ne tombe pas dessus, puisque finalement la sanction n'arrivera que s'il y a un contrôle fiscal et que le contrôleur va voir ce justificatif. Si des justificatifs, j'en ai des centaines, c'est pas dit qu'il aille voir celui d'un bouquin à 30 euros. Il ira peut-être plus Hmm. voir des justificatifs importants. Donc il y a une appréciation du risque à avoir. L'autre solution, qui est peut-être préférable, c'est de dire ce bouquin-là, je l'ai commandé, c'est moi, Lilian ou Guillaume, dans mon cas, qui l'ai acheté, donc je vais le revendre à ma société pour faire un cercle. Comme si je revendais un matériel d'un particulier à un pro. Alors, pour un livre, ça présente assez peu d'intérêt, comme je le disais, le montant, mais bon, on pourrait le faire hein, si on voulait vraiment être carré.
Le seul inconvénient de cette méthode-là, c'est que finalement, on perd la TVA. Puisque moi, j'ai commandé le livre, je le paye TTC, je suis particulier, hein. Je ne peux pas récupérer la TVA. Si je revends à ma société, je suis un particulier, je ne vais pas m'amuser à collecter de la TVA, ça tombe sous le sens. Donc je revends à un prix sans TVA. Et bon, a priori, je vais le revendre le prix que je l'ai acheté, hein, si c'est neuf et que c'est le même jour. Donc là-dessus, voilà, on a la perte de la TVA. Bon, encore une fois, sur un livre, c'est pas important, mais je pense que l'exemple, on pourrait l'étirer à tout un tas de matériel. Si on fait ça, bon, je vois des fois, bon, pour du matériel informatique ou, allez, au pire des cas, une voiture. Bon, là, on voit qu'il y a quand même plus d'enjeux, même s'il y a des règles particulières de TVA sur les voitures. Donc voilà les deux solutions qu'on peut avoir. Soit on prend le risque, on se dit c'est négligeable, soit on vend le matériel à sa société. Alors comment est-ce qu'on fait pour vendre le matériel à sa société? C'est assez simple, hein. Sur papier libre, je sous-signé, Guillaume vend tel objet, donc on le définit de manière suffisamment précise pour qu'on sache de quoi est-ce qu'il s'agit, à la société XYZ, fais-le A pour tel prix, et puis voilà, quoi. Ça fera office de justificatif. Tu as parlé de choses qui étaient peut-être un petit peu moins évidentes et qui poseront peut-être plus de questions, notamment les voyages, par exemple. Exactement. Alors, tu n'hésiteras pas à m'indiquer si j'oublie les exemples que tu donnais au début, sur lesquels tu veux qu'on vienne. Donc, le premier type, peut-être, le voyage, je vais prendre le voyage le plus simple. J'exerce, je sais pas, à Lyon. Je dois monter à Paris pour faire une interview. Alors, l'interview, ça se fait en visio, mais là, je dois aller en physique pour une raison, peu importe. Je dois voir la personne en physique. Donc là, je prends le train ou je me déplace. Il est évident que dans la mesure où je peux prouver que mon voyage est professionnel, ça pose pas de souci. Comment est-ce que je le prouve? Si j'ai été faire l'interview de quelqu'un et que j'en fais une vidéo que je mets sur mon site, bon, ça pose pas de question. Si j'ai dû aller voir un fournisseur particulier pour récupérer un matériel qui se vend qu'à un endroit en France, bon, c'est pareil. Donc là, je vais dire, regardez, la facture, c'était le fournisseur spécifique qui n'existe que à Paris. C'est un matériel qui coûte, je sais pas, 10 000 euros. J'allais pas le faire transiter par le train. Les transporteurs, c'est compliqué. On a des choses, en fait. Il suffit d'expliquer. Là aussi, par de la logique, par des arguments finalement cohérents. Cohérents d'un point de vue économique. Si ça se tient économiquement, l'administration n'aura pas d'intérêt à l'en mettre en cause. L'administration, elle va remettre en cause quand elle se dit, est-ce que la personne en face de moi, elle n'a pas cherché à utiliser sa société pour faire passer des frais qui, en fait, n'ont rien de professionnel. Donc, bon, voilà, elle est allée voir des cousins à Paris. En fait, elle n'a pas fait d'interview, elle a fait passer le voyage dans les frais. Donc là, effectivement, c'est plus gênant. Mais dès qu'on peut argumenter là-dessus, sur le caractère professionnel du voyage, alors si tu veux une petite anecdote un peu amusante, j'avais un client qui était kiné. Alors kiné, il est exercé en nom propre, en entreprise individuelle, et qui m'a demandé une fois de faire passer un voyage à la Mecque. Alors le client était d'obédience musulmane. Et bon, alors, j'étais pas très dupe quand même, mais je pose la question est-ce que vous pouvez m'indiquer pourquoi est-ce que vous êtes allé à la Mecque et surtout pourquoi est-ce que le voyage figure dans les frais comptables, enfin dans les frais que vous m'avez fait passer. Il m'a dit je fais de la prospection là-bas. Bon, la prospection, on était à un instant donné où tout le monde allait à la Mecque, où c'était voilà, donc enfin c'était compliqué de défendre ça, surtout pour un kiné. Un kiné reçoit ses clients en propre, il ne peut pas dématérialiser sa prestation en visio. Je me doutais bien qu'il n'avait pas installé un cabinet là-bas. Donc en fait, bon là, c'était pas acceptable, ça allait passer auprès de personne. Il faut bien savoir que si moi, en tant que comptable, qui suis du côté du client, hein, j'ai un doute, il faut bien se dire que l'administration comptable, l'administration fiscale, qui n'est pas du côté du client, elle aura un doute encore plus aiguisé, quoi. Effectivement, regard. Ouais. Voilà. Alors après, on peut avoir peut-être le voyage. Tu citais un très bon exemple de est-ce que tu vas à New York, à New York ou ailleurs, et qu'est-ce qu'il en est de ce voyage? Eh bien, ça va dépendre. Est-ce que tu peux raconter? Alors, je dis raconter une histoire, ça ne veut pas dire faire des cracks, hein. Est-ce que tu as des moyens de justifier que tu devais te rendre à New York pour faire cette vidéo? Ou est-ce que tu y es allé par convenance personnelle et que cette vidéo aurait eu le même effet si elle avait été produite à ton lieu d'exploitation? Donc ça va être le premier élément à voir. Et le deuxième élément, est-ce qu'il y a un rapport favorable pour la société? Est-ce que la société, elle est gagnante au fait que tu aies payé un billet d'avion qui vaut le prix que vaut un aller-retour à New York, plus l'hôtel, etc. Est-ce que ça, en payant ça, elle va avoir une contrepartie supérieure? Parce que si ton voyage est du coût de 5 000 euros, tout compris à la boîte, mais que tout ce que ça te génère, c'est 500 euros de retombées économiques, bah non. Là, l'administration se dira, même si l'administration n'est pas censée faire d'immixtion dans la gestion, elle prendra quand même ce critère en compte pour dire, ok, montrez-moi quelles sont les retombées que vous avez eues avec ce voyage. Elle peut poser la question. Encore une fois, en tant qu'entrepreneur, plus elle pose la question. Ok, je comprends. Après, en tant qu'entrepreneur, parfois on prend des risques et on n'a pas forcément le retour sur investissement. C'est vrai.
Je dirais que l'approche que je vois, c'est que là où l'administration fiscale est plus suspicieuse, c'est quand il y a un risque que finalement la dépense qu'elle prend en charge, elle profite aux dirigeants. Quand il n'y a pas de risque, bon, quand on voit qu'il n'y a pas mélange des genres, effectivement, n'importe qui prend des risques, et tu as raison de le souligner, ça fait partie de l'ADN d'une boîte, hein, de prendre des risques quelque part. Donc, bon, on peut imaginer des situations où ça pose pas de souci. Par contre, quand il y a des éléments qui lui font penser qu'en fait, tu as voulu passer le jour de l'an à New York et que tu en as profité pour faire une vidéo, voilà, là, on est peut-être plus dans la zone de risque où elle va creuser un petit peu plus. Voilà. C'est ça qui fait que. Pareil, si tu veux, je peux te citer un autre exemple. J'avais un client qui était développeur info à Paris, à la Défense. Son unique client était la Défense. Ce client était d'origine africaine. Je sais plus, bon, je sais plus exactement du pays, donc je vais pas citer le pays, je me tromperai. Et il repartait en Afrique une fois par an. Mais il repartait, donc il faisait l'aller-retour. Donc en fait, on avait le billet d'avion dans la comptabilité. Et il repartait au mois de juillet. Bon, alors, il s'est fait contrôler. La contrôleuse lui a dit pourquoi est-ce que vous allez en Afrique une fois par an et que c'est la boîte qui paye en fait. Si c'est toi qui paye, c'est la vie privée, elle s'intéresse pas à ça, mais pourquoi c'est en frais? Et le client disait bah, je fais de la prospection là-bas, ça se rapproche un petit peu de l'exemple précédent. Mais là, ce qui a mis la puce à l'oreille de la cliente, c'est quand même que le client retournait dans son pays, on va dire, d'origine, en juillet, ce qui est quand même la période traditionnelle des vacances. Donc après, elle lui a dit ok, vous faites de la prospection, prouvez-moi que vous faites de la prospection. Le client a dit bah, c'est compliqué, vous savez, là-bas, on garde pas trace de tout, il y a une culture orale, etc. La contrôleuse, pardon, lui a dit mais attendez, monsieur, vous avez bien des mails échangés, des devis effectués. Faire de la prospection, ça se fait pas juste du bouche à oreille. Il n'avait rien. Bon, il s'est fait dresser sur les billets. Le cas est, tu vois, un peu plus évident. Le client aurait produit des devis, je pense que ça aurait joué dans son sens, et peut-être que là, on aurait pu déduire les billets, par exemple. D'accord. Donc, si je comprends bien, si je récapitule ce que tu viens de dire, je vois deux niveaux. Le premier niveau, ça va être d'avoir des preuves, finalement, de cet acte entrepreneurial, entre guillemets. Donc, si demain je vais à New York, eh ben, il va falloir que j'ai des rendez-vous qui justifient des rendez-vous professionnels à New York, que j'ai des mails qui prouvent ces rendez-vous-là, potentiellement des devis, des factures. Donc ça, c'est le premier niveau. Et le deuxième serait le fait que le retour sur investissement de cette dépense-là soit cohérent par rapport aux frais engagés. Absolument. Et sur ce deuxième point, comme je te disais, l'administration ne va pas toujours chercher, parce qu'encore une fois, elle ne fait pas d'admission dans la gestion. C'est juste qu'elle veut détecter les choses qui paraissent anormales. Parce qu'on pourrait très bien dire, je fais des devis à des gens que je ne connais pas, j'ai fait des devis, regardez, j'ai des devis. Tu vois, le premier point, c'est le point formel en fait que tu as cité. Le deuxième point, c'est sur le fond. Donc elle va quand même regarder les deux pour être sûr qu'il n'y a pas ce que j'appelais le mélange des genres. Quand la question se pose, encore une fois, et la question se pose proportionnellement au montant de la dépense, quoi. Est-ce qu'elle se pose cette question aussi proportionnellement au montant des gains de l'entreprise? Si par exemple, j'ai une entreprise qui génère, je sais pas moi, 300, 400 000 euros, est-ce qu'on va m'embêter pour une dépense de 5 000 euros par exemple? C'est assez peu probable parce que le contrôleur qui fait son travail, il a un temps limité quand même. Il a un nombre de dossiers à vérifier, qui est donné par sa hiérarchie, et puis naturellement, il a un temps de travail qui est ce qu'il est, donc quand il fait la division, il sait à peu près le volume horaire qu'il doit passer. Donc quand il va venir dans une entreprise, il va avoir une approche un petit peu d'audit, si tu as déjà travaillé avec des gens qui font de l'audit, donc une approche par sondage. Il ne peut pas vérifier toute la comptabilité, il y a trop de volume. Donc il va dire, bah, je vais m'intéresser, c'est un peu le raisonnement dans l'entonnoir. Je commence par le plus gros, je regarde les dépenses, s'il y a 20% des dépenses qui font 80% de chiffre d'affaires, bah, je vais m'intéresser à celle-là. Et puis après, il descend petit à petit, et puis à un moment donné, il va s'arrêter quand il aura son volume de temps qui sera écoulé. Alors après, soit il détecte des choses qui lui paraissent suspicieuses et il continue, soit il détecte rien et il s'arrête là. Donc dans l'exemple que tu cites, une dépense de 5 000 euros, alors il faudrait voir la nature, mais rapporter un chiffre d'affaires de 300 ou 400 000 euros, bon, il va peut-être pas creuser non plus énormément si à côté de ça, il y a des dépenses à 10, 20, 30 000 euros de sous-traitants qui reviennent. D'accord. Quelque part, c'est un petit peu des entrepreneurs aussi. Il faut qu'ils rentabilisent leur temps, les agents des impôts. Alors eux, c'est pas dans le sens qui nous intéresse parce qu'ils sont là pour ramener de l'argent, mais ils ont la même approche. Ils peuvent pas se permettre de rester 10 jours sur un dossier où il n'y a rien à redresser. Donc c'est vrai que quand on est sur des volumes de chiffre d'affaires, nous on a beaucoup, je disais, on est spécialisé en TPE, hein, beaucoup de clients qui font, je sais pas, entre 80 et 150 000 euros de chiffre d'affaires quand ils sont tout seuls, j'entends. Les contrôles fiscaux sont quand même assez limités.
on va pas forcément aller dans le détail des restaurants à 20 euros pour voir si la personne était tout seul ou à plusieurs. Ou alors le contrôleur spécifiquement met un point d'honneur à vérifier ce point-là, mais sinon on comprend bien que l'enjeu il est pas énorme sur ces dépenses. Alors justement, de ce que j'ai entendu dire, et j'aimerais que tu me corriges si je me trompe, lorsque je vais au restaurant et que j'invite par exemple un client, je dois demander une facture et je dois notifier derrière la facture le nom des personnes présentes lors du repas. Oui, alors c'est vrai que ça c'est une règle qu'on entend souvent, qui, qui s'explique par le fait que quand on va au restaurant, il y a deux cas possibles. Soit je vais au restaurant tout seul, et dans ce cas-là, j'ai une limite à ne pas dépasser. Et on me dit, attention, vous n'avez pas le droit de dépasser environ 19 euros par repas. Si vous dépassez ça, bon, c'est pas à la boîte de payer, vous vous êtes fait plaisir. Soit je suis parti manger avec des partenaires de l'entreprise, clients, fournisseurs, experts comptables, n'hésitez pas à les inviter, hein. Et dans ce cas-là, je peux dire c'est un dîner, enfin un repas, dîner ou pas, professionnel, et je suis déplafonné sur le montant. Donc là, que je sois à 19 euros par personne ou à 150 euros par personne, c'est pas le sujet. J'ai mangé avec un partenaire, donc je suis nos limites, entre guillemets, quoi. Et c'est pour ça qu'on va finalement demander aux gens, bah, notez bien les gens, enfin, à nos clients, on va leur demander de noter bien les personnes avec qui vous avez mangé, parce que si vous avez un contrôle fiscal dans 1 an, 2 ans, 3 ans, il est peu probable que si vous ne l'avez pas noté, vous vous souveniez avec qui vous avez mangé. Et après, l'administration a le droit de faire des recoupements pour être sûr qu'on n'a pas mangé avec sa famille, qu'on n'a pas invité, pareil, enfin, des personnes qui n'ont aucun lien avec l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on va demander ça. La facture, c'est vrai qu'il faut demander une facture. Alors moi, à chaque fois que je vais au restaurant, quand on fait des repas avec des équipes, on est 15, oui, je demande pas juste du ticket CB. Je vais au comptoir et je demande une facture au restaurateur pour qu'il me la fasse, parce que là, je suis sur un montant qui est significatif. Donc les restaurateurs, ils sont autorisés, quand le montant du repas ne dépasse pas, j'ai toujours un doute entre 125 et 150, je crois que c'est 150 euros, à émettre une facture simplifiée, c'est-à-dire, il y a marqué facture dessus, hein. Il y a éventuellement le tampon du restaurant. C'est rare les restaurants qui ont des factures préimprimées. Et derrière, ils mettent X repas, etc. Mais ils mettent pas le nom du client, puisque le nom du client, c'est une mention obligatoire sur une facture. Donc les restaurants ont cette faculté-là de dire si c'est moins de 150 euros, je mets pas le nom du client, c'est le client qui mettra lui-même son nom. Et donc là, on met le nom de la boîte, et puis on n'oublie pas de mettre effectivement les personnes avec qui on a mangé, pour pouvoir justifier pourquoi est-ce qu'il y a 10 couverts sur un repas, quoi. Voilà. La plupart des entreprises, généralement, elles ont ce qu'on appelle un comité d'entreprise. Elles ont des avantages en nature pour leurs salariés. Parmi eux, on retrouve souvent les tickets restaurants, parfois même des tickets, enfin pour le cinéma, etc., etc. Est-ce qu'il y a un équivalent qui existe aussi pour les freelances? Est-ce que c'est quelque chose qui se justifie? Parce que souvent, ces avantages-là, ils sont un petit peu à titre personnel. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Alors, c'est une question qu'on a souvent et que je comprends bien, étant moi-même freelance, on peut dire, dans mon propre cabinet, je comprends bien la question. Euh, la position de l'administration, c'est de dire toutes les dépenses que tu as citées, et on pourrait en citer d'autres, hein, les cadeaux à Noël, enfin voilà, il y en a vraiment plein d'occasions, elles sont déductibles au titre de ce qu'on appelle les œuvres sociales. Donc, si tu as des salariés, on va accepter que tu aies des dépenses liées à ces salariés. La société en bénéficiera parce que quelque part, c'est un outil de motivation du personnel, peut-être même de garder le personnel dans la boîte, donc c'est admis en déduction. Je vais presque envie de dire presque comme un salaire, mais c'est juste pour l'image, hein. D'accord? Donc, pas de problème. En revanche, on a eu le cas où il y avait des freelances qui étaient tout seuls sans salariés, et où là, l'administration nous refusait les dépenses. On a même eu une fois, on a fait un rescrit pour être sûr, c'était la fameuse question de la crèche. Je ne sais pas si tu pensais à cette question-là. Les dépenses de crèche, tu sais, quand on passe par les crèches d'entreprise, c'est très, très cher, hein. Une place de crèche à l'année, on est entre 5 et 10 000 euros. Voilà, deux ordres d'idée. Et donc là, on se disait, le dirigeant, il veut effectivement bénéficier de la crèche, mais il est tout seul, il n'a pas de salarié. Est-ce qu'il a le droit? Alors, il n'a pas le droit au crédit d'impôt famille. Voilà, pour ceux qui connaissent le sujet, c'est non parce qu'il faut un salarié. Mais est-ce qu'il a le droit de déduire la dépense? Et on a interrogé l'administration et elle nous a dit, non, vous n'avez pas le droit de déduire la dépense parce que cette dépense-là, elle a un caractère personnel. Vous ne pouvez pas le faire passer au titre des offres sociales, vous n'avez pas de salarié. Clairement, c'est une dépense pour vous. Donc, elle n'est pas déductible, ou alors on va l'assimiler à de la rémunération. Donc, ça ne sert à rien de le faire passer dans la boîte, quoi. Pour répondre totalement sur ta question, j'ai des clients qui, eux, ont des salariés, mais n'en ont pas 50. Donc, ils n'ont pas de comité d'entreprise. Et je pense que tu es au courant, il existe des boîtes
par lesquels on passe pour avoir les mêmes avantages qu'un comité, même si on n'atteint pas les salariés nécessaires. Et là, on peut quand même avoir ce que tu citais, les restaurants, bon, c'est n'importe qui peut en acheter, mais aussi les places de cinéma, les choses comme ça. Et encore une fois, dès qu'on a au moins un salarié, on va pouvoir passer ce type de dépenses. En revanche, c'est pas parce que j'ai un salarié que je vais pouvoir acheter des tickets resto et donner des tickets resto aux dirigeants. Je pourrais théoriquement le faire, donner des tickets resto aux dirigeants, mais on le fait pas pour une raison, je pense qu'elle va te paraître très logique, c'est que le dirigeant, il mange aux frais de la boîte tous les jours, donc on ne peut pas lui donner des tickets restaurant puisque ce frais de bouche, il les fait passer en société. Alors, qu'est-ce que tu entends par il mange aux frais de la boîte tous les jours? Nous, tous les clients qu'on a freelance, concrètement, le midi, ils mangent, ils travaillent chez leurs clients par exemple, qui prennent un sandwich ou qu'ils aillent chez la brasserie quand la brasserie est ouverte, cette dépense-là figure dans les comptes de la société. Donc, je ne peux pas à la fois déduire des frais de restaurant et donner des tickets restaurant aux dirigeants, c'est soit l'un soit l'autre. Et comme il est plus avantageux de déduire directement les frais de repas que d'avoir un ticket restaurant, c'est cette option-là qui est retenue. Par contre, je n'ai pas la capacité à déduire des frais, typiquement les frais de repas, lorsque je suis et que je travaille depuis chez moi. Oui, absolument. L'administration nous dit les frais que vous pouvez déduire, ce sont ceux que vous prenez à l'extérieur. Donc si vous faites des courses pour manger chez vous, c'est niet. Et même si on va plus loin, si je travaille de chez moi en ces temps-là, c'est assez courant, hein, mais je travaille de chez moi et je vais au restaurant qui est en bas de chez moi, la brasserie, pareil, elle me dira, mais non, vous ne pouvez pas déduire les frais de brasserie, vous pouvez... Parce que si on peut rentrer chez soi, on doit rentrer chez soi, c'est ça la règle. Ah, d'accord. Et si on rentre chez soi, on déduit rien. L'exception, c'est je peux aller à la brasserie qui est en bas de chez moi, mais si j'ai mangé avec un partenaire, parce que je n'avais pas invité le partenaire chez moi. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais si je mange tout seul, là, elle me dira, maintenant, vous pouviez rentrer chez vous. Alors après, concrètement, pour rester sur le domaine des freelances, on a deux situations. Hein. On a le freelance qui travaille de chez lui, on vient d'en parler, lui, il ne peut pas déduire s'il mange chez lui. On a le freelance qui travaille au coworking ou chez son client. Bon, à moins que le coworking soit voisin de son domicile, sinon, il n'y a pas de problème. On mange chez un client. On ne peut pas rentrer chez soi parce qu'on ne va pas perdre 1 heure de boulot, le retour, le métro, le vélo, ce qu'on veut. Donc là, ça se justifie. Oui, imaginons. Je suis un freelance qui n'est pas très bien organisé et j'ai oublié justement de récupérer toutes mes factures. Est-ce que tu donnes des petits conseils d'organisation peut-être pour justement éviter ce genre de débordement? Parce que si demain je me fais contrôler fiscalement, il va falloir que je fournisse ces factures. Qu'est-ce qui se passe si je suis pas en capacité de le faire tout de suite? Est-ce que tu peux nous plonger un petit peu dans l'audit? Demain, j'ai un contrôle fiscal, j'espère pas, qui me tombe dessus. Comment est-ce que je gère la situation? Alors, c'est une question très intéressante et on pourrait y passer 2 heures, hein, juste pour avoir la réponse. Oui. Alors, d'un point de vue, peut-être pour aller directement à l'essentiel, d'un point de vue pratique, nous, c'est vrai que l'intérêt qu'on a, c'est que on propose une solution à nos clients, mais que ce soit notre solution ou une autre, il en existe des solutions. La solution, c'est d'utiliser ce type d'outil que beaucoup de monde ont dans leur poche et qui consiste à prendre la photo. On se pose pas la question. Dès que j'ai une facture, je la prends en photo. Et si on prend le bon outil quand même, on essaie d'en prendre un qui permet de donner une valeur, ce qu'on appelle valeur probante à la photo qu'on a prise. Valeur probante, c'est un mot peut-être barbare qui veut simplement dire la photo que j'ai prise, ça c'est la même valeur que le justificatif papier que j'ai. D'accord? Donc je peux le montrer à l'administration fiscale et comme ça, elle pourra dire ok, très bien, vous respectez, vous m'avez bien donné un justificatif probant. Donc il faut trouver une solution qui donne cette valeur probante parce que si je prends une photo et que je ne respecte pas tout le cahier des charges, je ne vais pas le développer, il est un peu fastidieux, prévu, ça vaut rien parce que l'administration, elle, ce qu'elle veut, c'est être sûr que la photo n'a pas été trafiquée, qu'elle a été prise à un moment donné, que le fichier a été sauvegardé dans des conditions spécifiques. Donc bon, voilà, il y a vraiment un cahier des charges technique. Mais ce qui compte, c'est qu'une fois qu'on a identifié, je veux dire, l'application, je parle beaucoup d'applications, hein, qui nous convient, on la prend, on prend le réflexe de prendre en photo systématiquement nos justificatifs, et puis comme ça, après, on organise ça avec une solution de sauvegarde adaptée, et on est bon. Si jamais on n'a pas trouvé le logiciel, l'application qui nous va bien, ou qu'on est un petit peu réfractaire, ou n'importe quelle autre raison, et qu'on veut, en gros, on veut pas utiliser le téléphone, les factures papier, eh bien, il va falloir les conserver. On peut les scanner. Alors, concrètement, elles n'auront quasiment aucune valeur, à moins de respecter encore une fois le cahier des charges qui est un peu fastidieux, qui est très lourd à respecter. Mais concrètement, on aura du mal à leur donner une valeur probante. Donc, les factures que j'ai scannées, idéalement, il ne faut pas perdre le papier. L'original, c'est le papier. On est d'accord que le scan, c'est une copie. Hein. Donc, si j'ai un contrôle fiscal, l'administration me demande les originaux. Donc, je lui donne des papiers.
où je lui donne les documents qui ont valeur probante dans mon application. Si jamais j'ai juste scanné mes documents et que je les ai mis dans un drive ou sur un disque dur externe en cas de panne de PC ou quoi, cette copie-là, elle n'aura pas valeur probante. Simplement, il y aura deux solutions. Soit le contrôleur, il dit « Ok, bon, je comprends, vous avez des éléments qui justifient que vous avez perdu les papiers. Dans ce cas-là, je vais prendre vos copies. » Soit il dira « Non, écoutez, monsieur, madame, je suis pas d'accord, ça vaut rien votre histoire. » Donc là, si je peux juste donner un exemple, c'est on avait je crois que c'était un plombier dans le temps, qui avait eu un souci parce que ça avait brûlé chez lui. Donc quand ça brûle, on est d'accord, le papier ne résiste pas. Et donc là, il avait un élément pour dire à l'administration, j'ai perdu mes documents. On comprend bien, ça a brûlé chez moi. C'est pas moi qui veux masquer des choses. Donc il y a eu deux choses de fait. La première, c'est de refaire le tour des fournisseurs pour essayer de récupérer tous ceux qui pouvaient, puisque le fournisseur doit garder copie de ses factures, des factures qu'il émet, hein, c'est une obligation. Donc il a essayé de récupérer évidemment les plus importantes. Et puis d'autre part, bon, si j'ai fait des scans, à défaut d'autre chose, là le contrôleur peut se montrer compréhensif sur la question. Mais après, c'est vrai que les documents, il faut les garder. Donc il faut les garder. Le contrôle fiscal, souvent, ça remonte sur 3 ans, donc il faut les garder pendant 3 années, enfin l'année en cours plus 3 en arrière. Mais l'administration nous dit même, la loi vous impose de garder vos documents 6 ans d'un point de vue fiscal. Donc 6 ans, c'est long quand même. Alors, quand on est concerné directement, je me répète, le contrôle fiscal surtout 3 ans. 6 ans, c'est pour les droits de communication et autres. Bon, je l'ai quand même quasiment jamais vu mis en application. Mais les 3 ans, c'est sûr, parce que quand on a le contrôleur, il se déplace pas pour un an, hein, c'est quand même assez rare. Donc là, il faut être en mesure de produire ces justificatifs, donc on les ordonne dans un classeur, de manière à pouvoir les retrouver à la demande, si on veut vraiment conserver le papier et ne pas passer au numérique. Les factures que vous recevez directement sous format numérique doivent être conservées sous format numérique. D'accord? Vous pouvez les imprimer si vous voulez, mais ça sera la même valeur qu'une copie. Voilà. Ok. Merci Guillaume. Je t'en prie Lilian. J'espère que ça a éclairé tes auditeurs. J'espère aussi. Et si vous avez des questions, mettez-les nous en commentaire et on fera au mieux pour y répondre lors d'un prochain épisode. Hey, avant que vous partiez, si vous recherchez un cabinet comptable compétent, j'ai un bon plan pour vous. Number vous offre un diagnostic de votre situation actuelle, 2 mois d'accompagnement gratuit si vous avez déjà créé votre entreprise, et si ce n'est pas le cas, il vous offre la création ainsi qu'1 mois d'accompagnement. Si ça vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien en description. C'est gratuit et ils sont super compétents. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, explosez les pouces bleus, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!